Quand les chefs d'État ont pris une décision retirant de l'ordre du jour de l'OUA des documents, un conseil de ministres peut-il avoir plus de pouvoir que les chefs d'État? Un secrétaire général administratif peut-il avoir plus de compétences que le sommet des chefs d'État? La Guinée a pendu, a exécuté des gens, laissant croire aux travailleurs français, aux paysans, que nous avons ramassé des gens dans les rues qui, par opinion politique exprimée, soit par la presse, soit par la parole, étaient victimes de poursuites judiciaires et de condamnations. Non. Nous avons été agressés. Le Conseil de sécurité a tenu une session spéciale et a reconnu le fait. Il a invité les puissances agressives à payer à la Guinée les dommages et intérêts. J'ai répondu non, je n'en veux pas. Si elles ont conscience d'avoir commis un crime, je les invite à libérer mes frères des colonies portugaises. Telle a été ma déclaration. Le 2 octobre 1958 marque une date historique. La Guinée devient le premier territoire colonial français d'Afrique subsaharienne à proclamer son indépendance, défiant ainsi son ancien maître colonial. À la tête de ce mouvement audacieux se trouve Ahmed Sékou Touré, une figure charismatique et radicale de l'histoire postcoloniale africaine. Sékou Touré, moteur de cette rébellion contre l'ancienne puissance coloniale, a conduit son pays vers l'autonomie avec une détermination inébranlable. Cependant, l'indépendance de la Guinée n'a pas été sans défi. Face à l'hostilité de l'administration coloniale française qui a délibérément détruit les infrastructures et les acquis du régime colonial en partant, le jeune État a dû faire face à une véritable guerre économique et diplomatique destinée à le déstabiliser. Visionnaire pour certains, dictateur pour d'autres, le parcours de Sékou Touré est jalonné d'actions audacieuses et de décisions controversées. Son héritage est complexe, à la fois source de fierté et de débat. Plongeons ensemble dans cette ère tumultueuse, explorant les multiples facettes de Sékou Ahmed Touré de la Guinée. Chaque décision qu'il a prise résonne encore aujourd'hui, non seulement dans l'histoire de la Guinée, mais aussi dans celle de l'Afrique contemporaine. Préparez-vous à découvrir l'homme derrière le leader et l'impact durable de son règne sur la destinée de son pays et de son continent. Au début du XXe siècle, la France avait établi sa domination sur une vaste étendue de l'Afrique de l'Ouest, englobant des territoires qui correspondent aujourd'hui au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso, à la Guinée et au Niger. Cependant, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les aspirations de l'indépendance des peuples colonisés se furent de plus en plus pressantes. Les populations locales, lassées du joug colonial, commencèrent à exprimer leur mécontentement de manière croissante. Lorsque le général Charles de Gaulle prit les rênes de la France en 1958, il comprit que l'époque coloniale touchait à sa fin. Reconnaissant l'inévitabilité des changements, de Gaulle proposa une nouvelle approche, la création de la communauté française, une structure censée remplacer l'ancien système colonial par un modèle de coopération supposé égalitaire. Pourtant, la constitution de la communauté française, tout en offrant une apparence de souveraineté aux États africains, maintenait en réalité la prédominance de la France. Cette nouvelle organisation limitait l'autonomie des anciennes colonies, les intégrant dans une alliance où la France conservait une influence prépondérante. Ce passage de l'empire colonial à la communauté française marqua une transition délicate, mêlant aspiration à l'indépendance et tentative de maintien de l'influence française en Afrique. L'administration de Charles de Gaulle a formulé une proposition audacieuse.
Chaque territoire colonial français souhaitant obtenir son indépendance pouvait le faire immédiatement, sans opposition de la part de la France. De Gaulle a garanti que Paris ne s'y opposerait pas. Cependant, il a précisé que pour les pays optant pour une indépendance immédiate, le soutien futur de la France serait conditionné à leur degré de coopération avec l'ancienne puissance coloniale. En théorie, De Gaulle ne s'attendait à aucune résistance significative lors du référendum pour l'adoption de la communauté française. Il pensait que les territoires coloniaux accepteraient cette transition sans heurte. Toutefois, une surprise l'attendait. La Guinée, sous la direction d'Ahmed Sékou Touré, s'opposa fermement. Lors du référendum de 1958, Sékou Touré et son mouvement de résistance défièrent les attentes de De Gaulle en votant massivement pour l'indépendance totale. Ce vote marqua un tournant décisif dans l'histoire de la décolonisation en Afrique de l'Ouest. La Guinée devint ainsi le premier territoire à rejeter l'intégration dans la communauté française, choisissant la voie de l'autonomie complète. Ahmed Sékou Touré, surnommé Sili ou l'éléphant, est né en 1922 en Guinée. Dès l'âge de 14 ans, il manifesta un esprit d'activisme politique en menant une révolte étudiante contre une école technique française à Conakry, la capitale guinéenne. Cet acte de défiance lui valut d'être renvoyé de l'école. Alors qu'il travaillait encore comme jeune employé dans l'administration coloniale française, Sékou Touré poursuivit son engagement en devenant militant syndical dès les années 1940. En 1941, il accepta une mission administrative dans le service postal où son intérêt pour le mouvement ouvrier ne fit que s'intensifier. Ce poste au sein des postes françaises lui permit de s'immerger dans les luttes syndicales et de renforcer ses convictions politiques. Durant cette période, Sékou Touré développa une vision claire de l'indépendance et des droits des travailleurs, vision qui allait façonner son rôle futur en tant que leader politique. Son ascension en tant que syndicaliste influent et défenseur des droits des travailleurs fit de lui une figure centrale de la lutte anticoloniale en Guinée. Sékou Touré établit des liens étroits avec les dirigeants syndicaux de haut niveau et organisa une grève réussie de 76 jours en Afrique de l'Ouest sous contrôle français. En 1945, il devint secrétaire général du syndicat des travailleurs des postes et télécommunications et contribua à la fondation de la Fédération syndicale des travailleurs de Guinée, affiliée à la Fédération mondiale des syndicats. Il gravit les échelons pour devenir vice-président de cette organisation. Grâce à ses talents d'orateur et son charisme, Sékou Touré fut élu en 1951 à l'Assemblée nationale française en tant que représentant de la Guinée. Cette élection marqua une étape importante dans sa carrière, confirmant son influence croissante et son engagement envers les droits des travailleurs et l'indépendance de son pays. Partant de ses bases syndicales, Sékou Touré parvint à construire un puissant mouvement de masse avec son parti politique, le Parti démocratique de Guinée, PDG. Lors des élections de 1957 en Guinée, son parti remporta une victoire écrasante en obtenant 56 sièges sur 60 possibles. À seulement 35 ans, Sékou Touré devint le premier ministre de la Guinée. En tant qu'ami et collaborateur de Kwame Nkrumah du Ghana, Sékou Touré était fortement attiré par les idées d'unité panafricaine, bien plus que par la proposition de la communauté française. Son engagement en faveur du panafricanisme le conduisit à exprimer rapidement son aversion pour le plan de la communauté française. C'est dans ce contexte qu'il fit campagne contre ce plan et remporta une victoire décisive. Lorsque Charles de Gaulle est arrivé dans la capitale de la Guinée-Conakry, le 25 août 1959, à la fin d'une tournée africaine pour faire campagne pour un an de vote pour la nouvelle communauté française, il a été accueilli par des foules bordant les rues depuis l'aéroport criant des slogans d'indépendance. Un moment plus tard, dans son discours dans la foulée, Sékou Touré a attaqué le bilan colonial de la France et exigeant une décolonisation complète avant l'adhésion de la Guinée à la communauté franco-africaine, également connue sous le nom de communauté française. Nous avons quant à nous un premier et indispensable besoin, celui de notre dignité. Or, il n'y a pas de dignité sans liberté. Nous préférons la
pauvreté dans la liberté, à la richesse dans l'esclavage. Dans son discours, Sékou Touré a prononcé une de ses célèbres déclarations qui était, et je cite, « La notion d'une communauté française maintiendrait notre statut d'indignité et notre statut de subordination. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse en esclavage. » Cette déclaration a été accueillie par des applaudissements enthousiastes de la part de la foule guinéenne présente. En colère et légèrement embarrassé par ce qui venait de se passer, Charles de Gaulle s'est levé. En réponse pour défendre le bilan de la France, il a réitéré son offre en disant que j'avais dit ici encore plus fort que partout ailleurs, l'indépendance est à la disposition de la Guinée. Elle peut l'accepter en disant non à la proposition qui lui est faite. Et dans ce cas, je vous garantis que la France ne posera aucun obstacle. Mais malheureusement, pour De Gaulle en France, la Guinée au référendum a voté non. Le nom de la Guinée a été écrasant. La Guinée a proclamé son indépendance en tant que république 4 jours après le vote du projet de constitution de la 5e République française et avec elle l'offre d'adhésion à la nouvelle communauté France. Pourtant, dans la plupart des territoires, la marge de victoire de la France était presque aussi élevée que l'ampleur de sa perte en Guinée. Dans le monde anticolonial, au sens large, en Afrique du Sud ou en Afrique équatoriale française, Sékou Touré a été acclamé comme un héros. Malheureusement pour lui et ce pays qu'est la Guinée, cette décision aurait de graves conséquences économiques et politiques pour la nation nouvellement indépendante. Lorsque Sékou Touré et la Guinée ont décidé en 1956 de sortir de l'empire colonial français et ont opté pour l'indépendance du pays, Paris était tellement en colère que sa réaction a été rapide et vindicative. Toute l'aide française a pris fin. Les fonctionnaires et les unités de l'armée française, y compris les médecins de l'armée en grande partie chargés de fournir des services de santé à la population civile en Guinée, ont été immédiatement retirés. Un exode massif. 3000 administrateurs français, enseignants, ingénieurs, techniciens et hommes d'affaires ont quitté le pays. Ils ont emporté avec eux tous les biens du gouvernement français qu'ils pouvaient. Et dans un acte de sabotage, ont détruit ce qui devait être laissé derrière eux. Les dossiers du gouvernement ont été incendiés. Les bureaux ont été dépouillés de leurs meubles et de leurs téléphones et même leurs ampoules électriques. Et ce n'était pas tout. Les médecins de l'armée ont emporté les fournitures médicales. Lorsque Sékou Touré a aménagé dans la maison de l'ancien gouverneur, il a constaté que les meubles et les tableaux avaient été enlevés. Le but de ces actes était d'envoyer un message clair à toutes les autres colonies que les conséquences du rejet de la France seraient très lourdes. Mais la Guinée n'avait pas fini avec la France. Le pays a abandonné le franc CFA comme monnaie officielle, optant pour une Guinée et un franc national en 1959. Comme représailles, les Français ont eu recours à la contrefaçon franc guinéen pour déstabiliser l'économie guinéenne. Il est allégué que les forces spéciales françaises ont imprimé les contrefaçons qui ont été distribuées à travers le pays. Toute cette opération a laissé l'économie guinéenne dans un mauvais état. L'idée était d'exercer autant de pression sur l'économie du pays et l'obliger à fumer et destituer Sékou Touré. Lentement, la peur s'est propagée à travers l'élite africaine et personne, après les événements de la Guinée, n'a jamais trouvé le courage de suivre l'exemple de Sékou Touré. Même si les autres colonies sont allées et ont obtenu leur indépendance en 1960, elles étaient toutes toujours fidèles à la France. Brutalement coupé du soutien économique français et de l'aide des États-Unis, Ahmed Sékou Touré s'est tourné vers l'aide extérieure pour remplacer ce que la France avait fourni. Il a recouru à son ami et allié Kwame Nkrumah du Ghana. Les deux dirigeants partageaient les idéaux du panafricanisme, une doctrine qui mettait l'accent sur l'unité de toutes les nations africaines, au-delà des intérêts propres de chaque nation. Le Ghana a rapidement prêté à la Guinée quelques 28 millions de dollars. Sékou Touré s'est également tourné vers l'Union soviétique de l'époque pour obtenir de l'aide. En 1960, près de la moitié des exportations guinéennes étaient destinées à des pays du bloc de l'Est et les soviétiques avaient engagé des millions de dollars d'aide à la République africaine. En raison de l'influence soviétique, la Guinée est devenue un pays socialiste dirigé
Une structure de parti unique communiste enracinée, le PDG, avec des ventes politiques jusqu'au village et au district, ainsi qu'un système d'informateurs. Mais l'association exclusive avec les communistes a été de courte durée. En 1961, Sékou Touré a expulsé l'ambassadeur de Russie pour ingérence dans les affaires intérieures de son pays, accusant les soviétiques de compléter une révolution marxiste. Suite à cet épisode, les États-Unis sont devenus une source d'aide importante pour la Guinée. En 1963, Sékou Touré a rencontré le président John Kennedy et les États-Unis ont ensuite lancé à la Guinée 400 millions de dollars pour développer son industrie de bauxite. C'est dans la bauxite que nous produisons l'aluminium métallique au fil des temps. Dans les années 1960, Sékou Touré a maintenu une position de neutralité positive à l'égard du conflit de la guerre froide entre les superpuissances, acceptant l'aide des États-Unis et l'Union soviétique. Après la rupture avec la France, Sékou Touré a imposé un projet socialiste à l'économie guinéenne, mais en même temps, il a vécu dans un monde de conspiration. En effet, il commença à parler de complot et purge à partir de 1960, seulement 2 ans après que la Guinée soit devenue indépendante. Il parla fréquemment de ce qu'il appelait un complot permanent visant à renverser son régime. Une vaste conspiration qu'il affirmait être organisée par les puissances occidentales et d'autres ennemis de la révolution guinéenne. Les complots étaient peut-être sans aucun doute réels. Certains ont été délibérément créés, mais malheureusement d'autres étaient simplement fictifs. Par exemple, en 1961, il a annoncé la découverte d'un soutien aux enseignants après que les enseignants aient exigé un salaire égal pour un travail égal et critiqué la politique gouvernementale. Des enseignants et des intellectuels de premier plan ont été arrêtés ainsi que l'ambassadeur soviétique accusé de s'ingérer dans les affaires guinéennes et d'avoir financé cette révolte. Environ 1/5 de la population guinéenne a émigré vers les pays africains voisins, principalement pour échapper à la politique intérieure dure de Sékou Touré. Son régime est devenu célèbre pour ses procès courts, ses exécutions publiques, son emprisonnement arbitraire et son recours à la torture. En 1965, un groupe de commerçants a tenté de former un parti d'opposition et a désigné un candidat pour se présenter à l'élection présidentielle contre Sékou Touré. Ils ont été arrêtés et condamnés à mort. En 1972, la pénurie de médicaments a été décrite par Sékou Touré comme un moyen pour des médecins de discréditer la révolution. Il a interprété la nouvelle épidémie de choléra en 1973 comme un complot contre-révolutionnaire. Ce barrage constant de complots permanents par le régime de Sékou Touré a semé la peur parmi les citoyens et les a contraints à se conformer au gouvernement. Mais plus tôt, j'ai également dit que certains complots évoqués par Sékou Touré relevaient de la paranoïa. Par exemple, en juin 1960, Radio Conakry a rapporté une invasion imminente de la Guinée par des forces qui étaient entraînées en Guinée portugaise, maintenant connues sous le nom de Guinée-Bissau. Quelques mois plus tard, un groupe de mercenaires a été arrêté dans le pays. À cette époque, la Guinée-Bissau était sous emprise portugaise. Sékou Touré a donc fourni une base, des installations et son soutien diplomatique aux combattants de la liberté en Guinée-Bissau. Le Portugal a riposté en menant une campagne de propagande majeure contre Sékou Touré tout en qualifiant son régime de dictature marxiste. Et en 1970, les Portugais ont aidé à organiser une invasion missionnaire de la Guinée. L'invasion n'a pas réussi à renverser Sékou Touré. Au contraire, cela a conduit à un règne de suspicions terroristes et de violences guinéennes. Des personnalités publiques soupçonnées d'avoir des opinions critiques à l'égard du régime de Sékou Touré ont été arrêtées. Des procès de masse secrets et des exécutions civiles. La nation guinéenne était potentiellement un pays riche avec des plaines côtières bien arrosées et vastes plateaux offrant d'énormes potentiels agricoles et de vastes gisements de bauxite et de minerais de fer. Mais la stratégie économique touristique s'est avérée très destructrice. Sékou Touré a étendu son contrôle dans le secteur de l'économie. Les commerçants indépendants ont été remplacés par une énorme société commerciale d'État. Le résultat a été des entreprises d'État qui ont été mal gérées, lourdement endettées par la corruption et paralysées par les politiques. Les grèves concernant la pénurie de marchandises et les mauvais traitements infligés par le régime de Sékou Touré ont conduit à des manifestations de protestation des femmes du marché qui ont alors commencé dans les centres ruraux avant de s'étendre aux villes jusque dans la capitale. Lorsque les femmes du marché ont marché sur le palais présidentiel, les troupes gouvernementales ont reçu l'ordre de tirer sur elles.
Ce qui a sauvé la Guinée de la ruine complète, ce sont les revenus tirés de la caisse des mines du pays qu'aujourd'hui abandonné aux mains des sociétés étrangères. À la fin des années 1970 et au début des années 1980, après 20 ans de socialisme imposé, Sékou Touré a commencé à se retirer, permettant à certaines entreprises privées et sociétés commerciales d'opérer et à dissoudre sa police économique. Il a également commencé à tendre la main aux investisseurs occidentaux. Il expliquera plus tard. Pendant les 20 premières années, nous nous sommes concentrés sur le développement de la mentalité de notre peuple. Maintenant, nous sommes prêts à faire des affaires avec d'autres. En 1976, des relations diplomatiques ont été établies entre la Guinée et la France. Les hommes d'affaires français ont été autorisés à poursuivre des opportunités commerciales et d'investissement. La Guinée a indemnisé les entreprises françaises nationalisées, tandis que les Français ont accepté de payer les pensions de 20 000 anciens militaires guinéens. La Guinée a également libéré des Européens emprisonnés pour avoir prétendument tenté de renverser le gouvernement. En 1982, Sékou Touré s'est rendu à New York pour faire appel aux financiers de Wall Street pour une augmentation du secteur privé. Sékou Ahmed Touré est décédé en 1984 alors qu'il subissait une opération du cœur dans un hôpital américain. Au moment de sa mort, il avait dirigé la Guinée pendant 26 ans. En avril 1984, l'armée a organisé un coup d'État et a pris le contrôle du pays en remplissant les fonctions politiques en raison du vide laissé par la mort de Sékou Touré. Malgré sa politique intérieure controversée, on se souvient d'Ahmed Sékou Touré comme un ardent défenseur de l'unité africaine et du panafricanisme. Sékou Touré a passé beaucoup de temps à tenter de renforcer les liens entre les pays voisins d'Afrique et d'autres indépendances collectives vis-à-vis des anciens colonisateurs européens. D'autres le voient également comme un dictateur. C'est la fin de notre vidéo. Merci et à la prochaine. En 1979, le Ghana était à la croisée des chemins. Un autre coup d'état militaire était en cours. Un jeune pilote de l'aviation militaire qui, quelques semaines auparavant, avait été traduit en cour martiale et attendait son exécution, a été évadé de prison par ses collègues pour diriger ce qui sera plus tard connu sous le nom de la Révolution du 4 juin 1979. On savait peu sur ce pilote de l'armée de l'air qui, devenu chef d'État, a joué un rôle décisif dans la transformation politique et économique de son pays. Marqué par ses coups d'État, en 1979 et 1981, Jerry John Rawlings a su guider le Ghana vers une stabilité politique et une transition démocratique durable. Sous sa direction, le pays a connu d'importantes réformes économiques et une lutte résolue contre la corruption. Connu pour son charisme et son engagement envers la justice sociale, la trajectoire de Jerry Rawlings incarne l'évolution d'une nation en quête de progrès et de justice. Son héritage continue de façonner le paysage politique et social du Ghana, faisant de lui une figure incontournable de l'histoire africaine. À présent, voici l'histoire de l'homme qui est venu, a vu et a conquis. Jerry John Rawlings est né à Accra le 22 juin 1947 au Ghana. Il est le fils de Victoria Agbotui, une autochtone, et James Ramsey John, un chimiste originaire de Castle Douglas, en Écosse. Jerry Rawlings a fréquenté la prestigieuse école automobile du Ghana, une école d'élite à l'époque fondée sur le principe de fournir aux étudiants africains le modèle britannique d'éducation publique. L'école se vante d'un nombre impressionnant d'anciens élèves avec le premier président ghanéen Kwame Nkrumah, l'ancien président gambien Dawda Jawara et Robert Mugabe. Tous étant d'anciens élèves à différentes époques de l'histoire de l'école. En mars 1968, il a commencé sa formation d'officier pilote. Il a obtenu son diplôme en janvier 1969 et a été nommé officier pilote. Il a obtenu le grade de lieutenant d'aviation en avril 1978. Depuis son accession à l'indépendance en 1957, le Ghana a connu plusieurs coups d'État militaires. Le 24 février 1966, l'administration civile qui dirigeait le Ghana sous la direction du président Kwame Nkrumah a été renversée par un coup d'État. Les dirigeants de ce coup d'État militaire de 1966 ont justifié leur prise de pouvoir en disant que l'administration de Kwame Nkrumah était abusive et corrompue.
Ils ont avancé qu'il était perturbé par l'implication agressive de Kwame Nkrumah dans la politique africaine et par sa conviction que les troupes ghanéennes pouvaient être envoyées partout en Afrique pour combattre les soi-disant guerres de libération. Ils ont surtout souligné l'absence de pratiques démocratiques dans la nation, une situation qui, selon eux, affectait le moral des forces armées. Emmanuel Kouassi, Kotoka et les autres co-dirigeants ont créé le Conseil de libération nationale pour diriger la nation jusqu'en 1969. Les élections qui ont eu lieu en 1969 ont porté au pouvoir l'anthropologue Kofia Buzia. Mais en 1972, Kofia Buzia a été renversé lors d'un coup d'État par le général Ignatius Kutu Acheampong. Le général Ignatius a ensuite accusé l'administration de Buzia de corruption, licenciement arbitraire, de mauvaise gestion économique et mise en œuvre de politiques conçues pour abaisser le moral de l'armée. Kofi Buzia avait réduit les allocations du personnel militaire et cela n'a pas été bien accueilli par le général qui a ensuite déposé le président Buzia. Cependant, le Ghana n'a pas réussi à devenir autonome et la corruption, la contrebande, l'inflation et les pénuries alimentaires ont maintenu le pays dans la crise. Les difficultés économiques ont conduit à un fort mécontentement populaire réprimé par Acheampong qui a pris des mesures sévères contre les grévistes et le mouvement syndical. L'impopularité d'Acheampong atteint un tel niveau qu'il fut renversé par ses propres collègues militaires au sein du Conseil militaire suprême le 5 juillet 1978 et fut remplacé par le général Fred Akufo. Jerry John Rawlings est apparu en public lorsque le 28 mai 1979, lui et 6 autres soldats ont été arrêtés par la milice du général Fred Akufo pour une tentative de coup d'État contre le gouvernement Fred Akufo. Rawlings a comparé devant une cour martiale générale accusé de diriger une escouade de 15 soldats le 15 mai 1979. Il est déclaré coupable et qu'en attendant son exécution, le procès a été public, destiné à dissuader toute future rébellion et diffusé partout au Ghana. Pendant le procès, il a fait un discours inoubliable au tribunal en déclarant « Je ne suis pas un expert en économie et je ne suis pas un expert en droit, mais je suis un expert dans le travail à jeun. Je me demande quand et où viendra le prochain repas. Je sais ce que ça fait d'aller au lit avec un mal de tête dû au manque de nourriture dans l'estomac. » Suite à cela, Jerry Rawlings est devenu le symbole de l'espoir et de la délivrance pour le peuple du Ghana. Le 4 juin de cette année-là, la mutinerie d'officiers soutenant sa cause l'a fait sortir de prison, déclenchant la révolution. Jerry Rawlings et ses soldats ont formé le Conseil révolutionnaire des forces armées, AFRC. L'AFRC a effectué ce que Rawlings a décrit comme un exercice de ménage. Il s'agissait essentiellement d'identifier les dirigeants qui ont été jugés corrompus. Ces dirigeants ont été soit condamnés à la prison pour leurs crimes, soit dans certains cas exécutés par l'AFRC. 3 mois plus tard, le 24 septembre 1979, l'AFRC a autorisé Ila Liman à diriger le Ghana et un parti national populaire. Mais Ila Liman assurera la présidence pour une courte durée. Le 31 mai 1981, après seulement 2 ans en tant que président, l'administration de Liman a été interrompue lorsque Rawlings lui a fait un autre coup d'État, affirmant que son gouvernement amenait le Ghana sur la voie de la ruine économique. Maintenant à présent au pouvoir, Jerry Rawlings nomme le Conseil national provisoire de défense, qui était composé à la fois de civils et de soldats. Le gouvernement s'est efforcé de restaurer la fierté et les infrastructures de la nation grâce à un travail acharné, une détermination et une inclusion massive. La politique du pays était en grande partie dirigée par les gens ordinaires, par les jeunes, en particulier par les étudiants et une grande partie de la population. Leader actif, Jerry Rawlings a veillé à ce que la reconstruction du Ghana soit partagée par tous les soldats et les civils ont participé sans qu'aucune tâche ne soit trop grande ou trop petite. La passion de Rawlings était que l'opprimé ne soit pas maltraité et il voulait amener 6 millions de Ghanéens à un niveau de subsistance. Il voulait que les choses soient faites immédiatement, rapidement. Il commençait à changer le visage du Ghana. Mais le défi des réformes économiques auxquelles il était confronté a provoqué un changement radical du régime. La réponse du gouvernement de Rawlings et ses critiques a été de sévir contre l'opposition. Les médias en particulier ont été durement touchés. Les journalistes étaient assiégés à cette époque. Il était considéré comme un dictateur africain par excellence.
Rawlings et son gouvernement ont dû instaurer des mesures qui auparavant semblaient être un compromis avec le statut à l'égard de l'Occident. À cette époque, sa situation familiale n'était pas du tout plaisante. Père de famille et marié, Nana Konadu Adjiman, son amour d'enfance qu'il a rencontré à l'école primaire. Ils ont 4 enfants. Le fait que Jerry Rawlings, en effet, soit au centre de la politique créait un fossé délibéré entre ses enfants et lui-même. Au début des années 1990, le continent africain a commencé à connaître une nouvelle vague de structures politiques, le retour du multipartisme, un peu comme dans les années 1960. Alors que les pays obtenaient leur indépendance des puissances coloniales, le peuple voulait du changement. Et Jerry Rawlings, du genre capable de lire l'humeur du peuple, s'est empressé d'accepter en changeant son gouvernement militaire à civil. Comme l'exige le mandat constitutionnel, le mandat de Rawlings a pris fin en 2001 et a été remplacé par John Kufuor, son principal rival politique. Quand il était président, Jerry Rawlings a pu utiliser une subvention de $50 000 qu'il a utilisée pour parrainer le démarrage de la création de l'université d'études sur le développement, une université publique, la première du genre aux États-Unis. Pendant son mandat, la Somalie ainsi que d'autres régions de l'Afrique du Nord ont connu une famine catastrophique que le monde a qualifiée d'urgence. Jerry Rawlings était sur le terrain pour constater les résultats de la famine et a été profondément ému par l'état déplorable des femmes et des enfants qu'il avait rencontrés. Dans une interview avec CNN, il a partagé son expérience. Âgé de 73 ans, il meurt le 12 novembre 2020 à l'hôpital universitaire de Korle-Bu à Accra, où il avait été admis une semaine auparavant. Cela fait plus de 22 ans depuis l'assassinat de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Laurent Désiré Kabila, aux mains de ses enfants soldats. Laurent Désiré Kabila, président de la République, je jure fidélité à la nation. Kabila était le chef de rébellion qui a renversé le président Mobutu du Zaïre en 1997 et restauré le nom du pays. Ce que beaucoup ne savent pas à son sujet, c'est qu'il a passé la majeure partie de sa vie en exil, qu'il s'est engagé dans le commerce illégal d'or et de diamants, ainsi que dans des plans sauvages pour renverser la dictature de Mobutu, son prédécesseur immédiat. Laurent Kabila a brièvement recruté Che Guevara en 1965, ainsi que les armées ougandaises et rwandaises qui ont contribué à l'amener au pouvoir en 1997. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de Laurent Kabila, l'ancien président de la République démocratique du Congo qui a été assassiné par ses enfants soldats. Laurent Désiré Kabila est né dans la province de Katanga, une partie de ce qui était alors le Congo belge. C'était en 1939. Il termina ses études au lycée d'Elisabethville, aujourd'hui Lubumbashi, en RDC, puis étudia la philosophie politique dans une université française. On dit également que Kabila a fréquenté l'université de Dar es Salaam en Tanzanie. En 1960, alors qu'il avait 21 ans, Kabila est devenu un chef de file des mouvements politiques alliés au premier ministre du Congo indépendant, Patrice Lumumba. À l'aune de l'indépendance du Congo vis-à-vis de la Belgique, le jeune Kabila était l'un des jeunes hommes brillants qui était peut-être devenu une star de la politique de son pays à l'époque. Pourtant, après l'intervention des Nations Unies et l'assassinat de Patrice Lumumba, l'armée a chassé Kabila et d'autres sympathisants dans la brousse où ils ont formé une force de guérilla. Ces jeunes Congolais ont alors formé une rébellion soutenue à la fois par les Chinois et les Russes et par une demi-douzaine d'autres pays africains. La rébellion de ce groupe de combattants a attiré l'attention des États-Unis. Les États-Unis paniquaient à propos d'éventuelles influences soviétiques dans l'Afrique indépendante. Les Américains recrutèrent des officiers belges et des mercenaires. Forcés de battre en retraite,
Kabila et ses amis se sont tournés vers les Cubains et Che Guevara pour obtenir de l'aide. Alors, Che Guevara et son équipe sont arrivés à la frontière entre la Tanzanie et le Congo avec un petit contingent de guerrieros. C'était en avril 1965. Cependant, dans son journal publié en 1999, Che Guevara note le manque d'implication de Laurent Désiré Kabila dans le parti et le manque général d'organisation du groupe. Che Guevara a jugé Kabila, qui avait 26 ans à l'époque, comme n'étant pas l'homme de l'air et que Kabila était trop distrait. Cela, de l'avis de Che Guevara, expliquait que Kabila se présente parfois avec des jours de retard pour fournir des fournitures, de l'aide ou des renforts aux hommes de Che Guevara. La révolte de la rébellion de Kabila a été réprimée en 1965 par l'armée congolaise avec le soutien des États-Unis. Mobutu a pris le contrôle de la nation en 1965, a établi une dictature et en 1971 a renommé le pays Zaïre. En 1967, Kabila a fondé le Parti révolutionnaire du peuple, luttant pour établir un territoire marxiste autosuffisant dans la partie orientale du Zaïre. Ce groupe s'est taillé une enclave sur le lac Tanganyika, dans la lointaine province du Kivu. Là, les rebelles de Kabila se sont soutenus en tuant des éléphants, en faisant le commerce de l'ivoire ainsi qu'en extrayant de l'or. Ils ont également reçu une aide et un financement occasionné de la Chine et de Cuba. Les rebelles de Laurent Désiré Kabila ont également acquis une notoriété internationale en 1975 lorsqu'ils ont enlevé des étudiants américains et un chercheur néerlandais contre la rançon. Mobutu, qui contrôlait désormais fermement le pays, a ordonné à ses troupes d'entrer dans la région et ils ont réussi à réprimer les forces de Kabila qui n'avaient d'autre choix que de se réinstaller en Tanzanie où elles se sont regroupées. Dans les années 1970, Kabila a déménagé sa famille en Tanzanie après des années à diriger le mouvement rebelle infructueux au Congo. À cette époque, Laurent Désiré Kabila était un homme recherché qui vivait discrètement en exil en Ouganda et en Tanzanie. Pendant leur séjour en Tanzanie, les membres de la famille de Kabila ont utilisé des noms d'emprunt et ont dirigé plusieurs petites entreprises, bars, restaurants et des marchés. La famille a été protégée par le gouvernement tanzanien et a déménagé de maison en maison dans les quartiers aisés de la ville pour échapper à la détection par les agents de renseignement de Mobutu. En 1979, lorsque les exilés ougandais, soutenus par la Tanzanie, décidèrent de renverser Idi Amin Dada, Kabila fut incorporé par les troupes tanzaniennes parmi plusieurs groupes armés pour acquérir une expérience de première main de la guerre moderne. Kabila est devenu proche du groupe de Yoweri Museveni jusqu'à ce qu'il se rende dans la brousse en 1980 lors de la première rencontre entre Kabila et Museveni. Kabila aurait demandé des armes afin d'attaquer Mobutu, mais a reçu une condition qui était de ne pas opérer à la frontière entre l'Ouganda et le Congo. Malheureusement pour Kabila, l'accord sur les armes a échoué, mais Museveni a donné à Kabila une modeste contribution financière et l'a mis en contact avec la Libye pour voir s'il pouvait aider de quelque manière que ce soit sans impliquer l'Ouganda. Pendant 7 ans, en Tanzanie, Kabila aurait une brouille avec le président tanzanien de l'époque, Julius Nyerere, en raison de leur désaccord sur le mode de vie de Kabila. Nyerere a critiqué Kabila pour avoir été trop autocratique dans son mouvement de guérilla et trop impliqué dans des activités commerciales illicites. Ce qui par la suite conduit Kabila à être coupé des contacts avec les services de sécurité tanzaniens. À l'époque, en 1985, alors que Kabila vivait à Dar es Salaam, il avait été impliqué dans la contrebande d'or et de diamants, ainsi que de bois sur le lac Tanganyika. Après tout cela, Kabila a disparu de la vue publique. Pendant 15 années suivantes, il n'a réapparu qu'en 1994. Kabila n'a fait surface qu'en 1994, lorsque le Front patriotique rwandais, le FPR, a pris le pouvoir au Rwanda. Le président ougandais Yoweri Museveni a présenté Kabila au vice-président rwandais de l'époque, Paul Kagame,
qui a eu un conflit aigu avec le président Mobutu à propos des réfugiés rwandais à la frontière rwando-congolaise, qui étaient retenus en otage par des milices inter-Rwanda au Congo et des miliciens Hutu qui avaient mené le génocide au Rwanda, ainsi que des éléments de l'ancienne armée rwandaise et l'ancien gouvernement rwandais. La présence des inter-Rwanda au Congo, ainsi que le soutien continu de Mobutu à ses anciens alliés Hutu, ont semé les germes d'une grande partie des bouleversements à venir et de la propre chute du dirigeant zaïrois. Les inter-Rwandais et d'anciens responsables du gouvernement rwandais ont utilisé les camps de réfugiés au Congo comme base pour lancer des attaques contre le nouveau gouvernement au Rwanda. En 1996, le Rwanda a décidé qu'il ne pouvait plus tolérer les camps de réfugiés. Les Tutsis du Sud, Kivu, appelés Banyamulenge, ont organisé un soulèvement à l'été 1996 contre le gouvernement de Mobutu. C'était avec le soutien du gouvernement rwandais. Dans la seconde moitié de 1996, l'alliance des Banyamulenge, des rebelles de Kabila, du Rwanda, de l'Ouganda et de l'Angola s'est formée pour renverser Mobutu. Voici donc les raisons pour lesquelles les différents pays et les différents groupes ont soutenu Kabila. L'Ouganda l'a apparemment soutenu comme moyen d'éliminer les groupes d'opposition ougandais à la frontière congo-zaïroise et peut-être aussi pour punir Mobutu. Et dans le cas du Rwanda, comme je l'ai dit plus tôt, il souhaitait éliminer les forces réfugiées Hutu au Congo-Zaïre et peut-être pour punir Mobutu. Le gouvernement angolais était motivé par le souhait de punir Mobutu ainsi que de porter un coup à ses opposants qui étaient les groupes séparatistes ainsi que l'unité de Jonas Savimbi. La coalition a choisi Kabila comme porte-parole, probablement en partie parce qu'il était le plus âgé parmi les fondateurs de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL. Initialement, la direction de l'AFDL était censée être collégiale, Kabila n'étant que le porte-parole. Mais lorsqu'il a commencé à se faire appeler président de l'Alliance, d'autres dirigeants se seraient opposés, en particulier le général André Kisase Ngwadou. Malheureusement pour Kisase Ngwadou, Kabila s'est senti menacé pour lui et a ainsi consolidé sa base de pouvoir en organisant l'assassinat de Kisase Ngwadou. On dit que cet assassinat a déplu au Kadogo, les enfants soldats du Congo, et c'est peut-être la raison pour laquelle ils ont assassiné Kabila en 2001. Pendant ce temps, avec la fin de la guerre froide dans les années 1990, Mobutu avait perdu une grande partie de son soutien financier occidental. Marginalisé par le nouveau système multipartite au Zaïre, ainsi que par des problèmes de santé, Mobutu a finalement cédé le contrôle du gouvernement en mai 1997 à Laurent Kabila et ses forces. Mobutu mourut en exil peu de temps après. Lorsque les forces de l'AFDL ont pris le contrôle de Kinshasa, le 17 mai 1997, elles ont d'abord été accueillies avec un accueil enthousiaste. Kabila a ensuite prêté serment en tant que président de la nouvelle République démocratique du Congo le 31 mai 1997 et a officiellement commencé son mandat de président. Se sentant menacé au cours de sa présidence, Kabila a suspendu la constitution et changé le nom du pays en République démocratique du Congo. Certains le voyaient comme une nouvelle race de leadership, tandis que d'autres le voyaient comme une continuation de l'autoritarisme et la corruption qu'il était censé remplacer. Kabila n'a pas permis aux gens de former les partis politiques qu'il voulait former, et les élections qu'il avait promises pour avril 1999 sont devenues un rêve lointain. Kabila a conservé le pouvoir de jeter en prison ceux qui osaient exiger qu'il tienne ses promesses. Il a utilisé ce pouvoir très souvent. Il a également placé son principal adversaire, Étienne Tshisekedi, en résidence surveillée. Cependant, en 1998, Kabila a autorisé une assemblée législative. Pendant cette période de libéralisation politique, ses opposants ont continué d'être arrêtés. Il n'est donc pas surprenant qu'en août 1998, certains des groupes de l'Est du Congo qui ont aidé à placer Kabila au pouvoir ont commencé à s'opposer à lui et ont commencé une rébellion contre son gouvernement, l'accusant de nombreuses violations des droits de l'homme, y compris à grande échelle. De plus, ses anciens alliés nationaux, l'Ouganda et le Rwanda, ont commencé à soutenir ces rebelles. Cependant,
Kabila a trouvé de nouveaux alliés en Angola, au Zimbabwe et en Namibie, qui ont tous envoyé des troupes au Congo afin de soutenir la répression de Kabila. Tout cela a été la genèse de la Seconde Guerre du Congo, qui a dévasté le pays et dont les effets se font encore sentir dans toute la RDC. Pour Laurent Désiré Kabila, ses capacités de survie lui ont bien servi en exil, mais l'ont abandonné une fois qu'il a aménagé au palais présidentiel. Ce sont plutôt les Kadogos de Kabila qui ont appuyé sur la gâchette qui a conduit à la mort de leur patron. On dit que les Kadogos croyaient que Kabila les avait trahis. Kabila croyait que les Kadogos, qui l'avaient servi loyalement depuis sa rébellion en 1997 contre Mobutu, étaient totalement loyaux. Il avait une croyance aveugle en ses enfants soldats. Cependant, il a surestimé leur loyauté. Certains des Kadogos qui avaient défilé pour soutenir Kabila en 1997 ne lui avaient jamais pardonné d'avoir tué leur ancien chef, Kissa Ngwadou. Ainsi, le complot visant à tuer Kabila a commencé début janvier 2001, lorsqu'un groupe dissident de Kadogos s'est rendu à Brazzaville, en République du Congo, et rédigé un document énonçant l'opération Bongo Zero. Bongo est un mot swahili pour buffle, une référence à la stature physique de Kabila. On dit que le plan était que les conspirateurs s'infiltrent dans des positions stratégiques à Kinshasa, la capitale de la RDC, y compris le palais présidentiel, la station de radio et de télévision nationale et le siège de la compagnie d'électricité du pays. L'ensemble du complot impliquait quelques gardes du corps de Kabila au palais présidentiel, dont beaucoup ont été arrêtés après le meurtre. La veille de l'assassinat de Kabila, il avait été témoin de l'exécution de 45 Kadogos, tous soupçonnés de comploter contre lui. Voici donc une version des événements qui se sont déroulés en cette nuit fatidique du 16 janvier 2001. On raconte que le jeune assassin de Kabila est entré dans le bureau du président, alors que Kabila discutait avec un conseiller à propos d'un sommet imminent avec la France, qu'il espérait être son salut politique. L'assassin s'est penché sur Kabila, supposant que l'adolescent voulait lui parler, et a alors sorti un revolver et a tiré 4 fois sur le président, puis s'est échappé avec d'autres conspirateurs, pendant que le palais présidentiel résonnait de coups de feu. 2 jours plus tard, les responsables congolais ont annoncé la mort de Kabila. Son fils Joseph Kabila, alors âgé de 28 ans, est devenu le prochain président du pays. Après les événements de cette nuit fatidique, le 16 janvier 2001, un ancien collaborateur de feu le président congolais, Laurent Désiré Kabila, le colonel Idi Kampa, a été condamné à mort pour avoir tué le président. Un autre haut responsable et son garde-corps ont été impliqués dans le meurtre. Le colonel Idi Kampa était le bras droit de Laurent Désiré Kabila et le chef d'état-major de l'armée. Idi Kampa et Georges Leta ont été reconnus coupables d'avoir été le cerveau de l'assassinat, ainsi que plusieurs autres membres de l'équipe du défunt président. 20 ans plus tard, en janvier 2021, les hommes reconnus coupables de l'assassinat de Laurent Kabila ont été graciés par l'actuel président de la RDC, Félix Tshisekedi. Cependant, la question de savoir qui était exactement derrière le meurtre de Kabila reste dans les annales de l'enquête. Mobutu du Zaïre était protégé par le gouvernement tanzanien. Transformer toute cette richesse. Préserver l'unité. 58 nouveaux présidents élus. Le 16 janvier 2001, la République démocratique du Congo a sombré dans l'incertitude. Le président du pays, Laurent Désiré Kabila, était assis dans son bureau lorsque l'un de ses gardes du corps est entré, a pointé son pistolet sur lui et a tiré à plusieurs reprises. L'actualité internationale, et cette fois c'est certain, Laurent Désiré Kabila est mort. Il aurait succombé à ses blessures la nuit dernière à Harare au Zimbabwe où on tentait de le soigner. Il sera enterré mardi prochain à Kinshasa. Le journal télévisé a ensuite présenté son successeur comme étant son fils, Joseph Kabila, âgé de 29 ans, et qui ne s'était pas encore bâti un nom. Ce jeune homme était toutefois connu des diplomates étrangers et du public congolais.
Il était par ailleurs au rang de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo de son père, alors qu'elle a renversé le gouvernement de Mobutu. Il jouissait d'une légitimité parmi les militaires et de la confiance étroite de son père, d'où la raison pour laquelle ils l'ont choisi pour succéder à son père. Le jeune Kabila a hérité d'un pays qui traversait une guerre insoluble, vide d'institutions civiles et l'héritage des violations des droits de l'homme commises sous les règnes de son père, Laurent Désiré Kabila, ainsi que du dictateur Mobutu. Il aura à faire ainsi face à de nombreux défis pendant sa gestion du pays. Aujourd'hui, nous vous parlerons de l'histoire de l'ascension de Joseph Kabila ainsi que ses 18 ans de règne en République démocratique du Congo. Les origines de Joseph Kabila, y compris sa filiation, son lieu et sa date de naissance font l'objet d'une controverse persistante. Les rumeurs et de nombreux complots sur les origines de Joseph Kabila demeurent. Toutefois, de ce qui existe, Joseph Kabila et sa sœur jumelle Jeannette sont nés vers le 4 juin 1971 à Hewa-Bourade, dans le territoire de Fizi, province du Sud Kivu au nord de Kantaga en République démocratique du Congo. Hewa-Bourade se trouve assez haut dans la montagne, sur le mont Makanga, entre les villages Kibili et dans la région de Kilemboué, secteur de Loulange. C'était le quartier général de la guérilla de Laurent Désiré Kabila, son père. La mère de Joseph Kabila, Sifa Mahenya, était l'une des 3 épouses de Laurent Kabila. Elle est de la province de Maniema, au centre-est du Congo. Certaines personnes ont affirmé qu'elle était une Tutsi venue du Rwanda. De nombreux détracteurs de Joseph Kabila ont soutenu qu'il était un étranger. Cette accusation l'a poursuivi des années plus tard, car le chef de l'opposition, Étienne Tshisekedi, l'a accusé de ne pas être le fils légitime de Laurent Kabila. Cette accusation avait une certaine signification, surtout dans un pays qui était encore sous le choc d'une invasion des forces rwandaises dans ce qui est devenu les guerres du Congo. Laurent Désiré Kabila a déménagé sa famille en Tanzanie dans les années 1970, après des années passées à diriger un mouvement rebelle infructueux contre le dictateur Mobutu. Laurent Kabila était un homme recherché et vivait discrètement en exil entre l'Ouganda et la Tanzanie afin d'éviter l'attention des services de renseignement de Mobutu. Les gens qui connaissaient Joseph Kabila à cette époque le décrivaient comme un jeune homme intelligent, sportif et passionné et qui avait une admiration énorme pour les héros révolutionnaires comme Thomas Sankara, Che Guevara et Museveni. Joseph Kabila a fait ses études primaires et secondaires en Tanzanie dans des écoles basées sur le système scolaire britannique où il a appris à parler anglais dès son plus jeune âge. Il parlait également couramment le Swahili, mais pas le Lingala qui est la langue parlée dans la capitale du Congo, Kinshasa. Après avoir terminé le primaire et le secondaire, le jeune Joseph Kabila s'est formé dans l'armée rwandaise pendant 3 ans avant de poursuivre ses études. Joseph Kabila venait tout juste de commencer l'université en Ouganda en 1996 lorsque son père l'a appelé pour l'aider dans la guerre rebelle contre le président Mobutu. Dans les périodes de 1996 et 1997, connues comme la première guerre du Congo, Laurent Désiré Kabila a dirigé l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, l'AFDL, le groupe rebelle qui voulait mettre fin à la dictature de Mobutu. Durant cette guerre, Joseph Kabila a travaillé aux côtés d'une personnalité rwandaise de premier plan, James Kabarebe, qui était à l'époque stratège militaire et chef du mouvement rebelle AFDL de Laurent Désiré Kabila. James Karabere souhaitait que le jeune Joseph, alors âgé de 25 ans, participe aux opérations militaires menées par les forces de l'AFDL sur le sol congolais. Derrière l'AFDL de Laurent Désiré Kabila se trouvaient les troupes de la puissance de feu et le conseil diplomatique du Front patriotique rwandais, le mouvement de résistance nationale ougandais, mais aussi le Front populaire de libération de l'Érythrée, ainsi que les gouvernements burundais et tanzaniens. Les membres de cette coalition des mouvements de libération avaient chacun leur propre motivation pour vouloir renverser Mobutu. Lorsque cette coalition a scellé le sort de Mobutu, Laurent Désiré Kabila a annoncé en mai 1997 de Lumumbashi qu'il assumait la présidence de la République. Suite à l'accession de Laurent Désiré Kabila à la présidence, le jeune Joseph Kabila a ensuite suivi une formation complémentaire
à l'Université de la Défense nationale de Pékin en Chine. L'aide que Laurent Désiré Kabila avait reçue des deux soi-disant pays amis, le Rwanda de Paul Kagame et l'Ouganda de Museveni, n'était pas venue sans condition. Le peuple congolais ressentait un profond ressentiment face à la présence et l'influence rwandaise et ougandaise dans leur pays. Les Congolais ont incité Laurent Désiré Kabila à reconsidérer ses relations avec ses anciens amis. Dans un contexte de détérioration des relations avec le Rwanda, le président Kabila a démis James Kabarebe de son poste de chef d'état-major de l'armée et a ordonné aux soldats rwandais de quitter la RDC. Cela a déclenché la deuxième guerre du Congo. Dans les mois suivants, la RDC a été divisée en deux zones, l'une dirigée par Laurent Kabila avec le soutien des forces armées du Zimbabwe, de l'Angola, de la Namibie, du Tchad et du Soudan, et l'autre par la branche armée ougandaise et burundaise. En plus de ces forces, un groupe appelé le MLC, Mouvement de libération du Congo, dirigé par Jean-Pierre Bemba Gombo, et le RCD-KML, Rassemblement congolais pour la démocratie Kisangani, Mouvement de libération, a occupé d'autres régions du pays. La deuxième guerre du Congo a précipité le retour de Joseph Kabila au Congo en août 1998 lorsqu'il a été nommé général-major et chef d'état-major de l'armée congolaise à l'âge de 27 ans. Sa promotion rapide a surpris beaucoup compte tenu du temps très court qu'il avait passé dans l'armée. Il a été l'un des principaux commandants militaires pendant la deuxième guerre du Congo. La vie de Joseph Kabila a radicalement changé au début de 2001. Le 16 janvier 2001, son père Laurent Désiré Kabila était assis dans son bureau au palais à Kinshasa lorsque l'un de ses gardes du corps lui a tiré dessus à plusieurs reprises. À la suite de cet incident, les conseillers de Laurent Kabila se sont empressés de faire en sorte que son cadavre soit transporté par avion au Zimbabwe sous le couvert de se faire soigner. Les frontières du Congo ont été fermées, les aéroports et un couvre-feu a été annoncé lorsqu'il est devenu évident que les blessures par balle de Laurent Kabila étaient mortelles. Ses proches alliés, en consultation avec plusieurs membres du cabinet présidentiel, se sont réunis afin de décider d'un successeur et ils ont choisi son fils. Joseph Kabila était la seule personne capable de travailler avec les factions gouvernementales et militaires. Avec cette nomination, des tensions ont éclaté entre les hauts responsables du gouvernement. Joseph Kabila n'avait que 29 ans et n'avait pratiquement aucune expérience. Donc, des commandants militaires devaient être convaincus de l'aptitude de Joseph Kabila à gouverner. Cela n'était pas difficile puisque Joseph Kabila était bien connu et généralement respecté au sein de l'armée. Un obstacle inattendu était la réticence initiale de Joseph Kabila à accepter l'offre que les conseillers de son père lui ont demandé de devenir président. On dit qu'il était au début très résistant à l'idée, probablement parce qu'il craignait pour sa vie. Il a finalement cédé et a accepté la proposition. Et ainsi, le 27 janvier 2001, 11 jours après la mort de son père, Joseph Kabila est devenu président de la République démocratique du Congo et à l'époque le plus jeune chef d'État du monde. Les Congolais ne savaient pas à quoi s'attendre de leur nouveau président. Ils ne savaient pas s'il était assez fort pour maintenir l'unité ou s'il pouvait poursuivre la guerre ou la paix. À une certaine époque, de nombreuses personnes étaient mécontentes de la manière dont Joseph Kabila était arrivé au pouvoir. Elles s'opposaient donc au fait qu'il ait été choisi secrètement et automatiquement. D'autres désapprouvaient ce choix parce qu'ils n'étaient pas satisfaits du bilan de son père en tant que dirigeant. Ils pensaient également que Joseph Kabila était facilement influençable, une marionnette des conseillers de son père. Quoi qu'il en soit, lorsque Joseph Kabila est devenu président, le pays était confronté à de nombreux défis. Près de la moitié du territoire national était occupé par les armées des pays voisins qui avaient leurs propres plans pour le Congo. Malgré cette situation compliquée, Joseph Kabila a fait preuve d'une forte volonté. Il a compris que rester au pouvoir ne pouvait pas être laissé au hasard. Immédiatement après avoir hérité de la présidence, il a pris des décisions surprenantes qui s'écartaient complètement de celles de son père. Entre autres, il a licencié les anciens conseillers de son père et alliés. Joseph Kabila a également entamé les relations bilatérales avec des alliés clés tels que les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et la Belgique, entre autres. Son voyage en France, aux États-Unis et en Belgique, à peine une semaine après son accession au pouvoir, a accru sa légitimité, tant au niveau national qu'à l'étranger.
Joseph Kabila a évoqué la nécessité de restaurer la paix et de consolider la communion nationale, la relance de l'accord de paix de Lusaka, le retour à la vie démocratique et l'ouverture du système politique. Kabila a également eu des entretiens avec des groupes rebelles et le gouvernement des 5 pays, à savoir le Rwanda, l'Ouganda, le Zimbabwe, l'Angola et la Namibie, qui avaient des troupes au Congo. En décembre 2002, Joseph Kabila était signataire d'un accord avec les rebelles pour mettre fin à la guerre et former un gouvernement de transition à partage partiel. Cet accord, connu sous le nom d'accord global et inclusif, a été signé le 16 décembre 2002. Les partis ont convenu de combiner leurs efforts afin de parvenir à la réconciliation nationale. À cet effet, ils ont décidé de mettre en place un gouvernement d'unité nationale qui organiserait à terme des élections libres et démocratiques après une période de transition dont la durée était fixée par l'accord. L'accord a gardé Joseph Kabila comme président par intérim avec 4 vice-présidents et d'autres figures de mouvements rebelles comme Jean-Pierre Bamba. Cet accord a été ratifié en avril 2003. Les soldats de la paix des Nations Unies sont arrivés en République démocratique du Congo à fin mars 2003 pour surveiller le cessez-le-feu et le retrait des troupes. Par exemple, en 2004, il a été victime d'une tentative de coup d'État. Heureusement pour Joseph Kabila, ses forces loyalistes ont écrasé le coup d'État. Malgré cette tentative, il a poursuivi son dessein d'unifier le pays. En 2001, lorsque Joseph Kabila prenait le pouvoir, l'économie était dans un état désastreux, sans infrastructure de croissance, une inflation rapide et une monnaie en chute libre. Joseph Kabila a approché la Banque mondiale, le FMI et les donateurs occidentaux au Congo. Les premiers résultats de ces réformes ont au moins été impressionnants et la valeur du franc congolais s'est stabilisée. De nouveaux investissements ont afflué dans le secteur de la construction des infrastructures de télécommunications minières. Toutefois, les indicateurs de développement sont restés inférieurs à la moyenne africaine, avec une augmentation de l'espérance de vie et de la scolarisation et une baisse spectaculaire de la mortalité infantile. Les indicateurs économiques se sont toutefois améliorés sous les règnes de Joseph Kabila, bien qu'ils soient restés en deçà du potentiel du pays. Cependant, le principal défi était de diversifier les économies congolaises, étant donné que la majeure partie de la croissance dépendait encore de l'exploitation minière. Malheureusement, la corruption augmentait et Joseph Kabila et sa famille ont été accusés d'être les principaux auteurs de la corruption dans le pays ainsi que d'abuser du pouvoir pour s'enrichir. Par exemple, une organisation connue sous le nom de Groupe de recherche sur le Congo a publié un rapport en collaboration avec Bloomberg News a exposé les réseaux complexes d'entreprises que le président et ses proches ont construits au pays. Le rapport a montré que les Kabila étaient impliqués dans tout, de l'agriculture à des mines, à l'aviation et à la construction. Ce rapport alléguait également que de nombreuses entreprises liées à Kabila recevaient un traitement spécial. Par exemple, il y avait des mines protégées par les gardes présidentiels. Il y avait une entreprise ayant des liens avec la famille Kabila qui aurait reçu $60 sur les $185 de frais pour chaque nouveau passeport congolais. Les journaux panaméens publiés en avril 2016 ont révélé que la chère jumelle de Kabila, Jeannette, sous différents noms, détenait une part indirecte du plus grand opérateur de téléphonie du pays. Une autre enquête intitulée Braquage du Congo, menée par des médias internationaux et des ONG, accusait Joseph Kabila et sa famille d'avoir siphonné au moins $138 millions américains dans la caisse de l'État. Ces détournements de fonds ont eu lieu de 2013 à 2018, selon les auteurs de cette enquête. L'acteur principal aurait été le frère de Kabila, Francis Selemani. Il semblerait que Selemani ait acheté de nombreuses maisons de luxe aux États-Unis et en Afrique du Sud, en partie grâce à des fonds détournés du gouvernement congolais. Dans le cadre du processus de paix qui a mis fin à la guerre en 2003, le Congo a introduit une nouvelle réforme dans le cadre du système politique. Les différents dirigeants rebelles ont rebaptisé leurs milices en partis politiques et ont échangé leurs uniformes contre des costumes. Une nouvelle constitution a été rédigée, de nouveaux puissants soutiens internationaux et nationaux, dont les diplomates américains à Kinshasa, ont permis à Joseph Kabila de contrecarrer ses opposants en quête de la présidence, notamment pendant les élections de 2006. Le principal parti d'opposition, Déthié Tshisekedi, a continué à jouer son rôle d'opposant. La réélection de Joseph Kabila en janvier 2011, des suites d'un amendement constitutionnel, a éliminé le deuxième tour dans la course présidentielle, permettant à un candidat de gagner sans nécessairement avoir la majorité des voix.
Le climat politique qui a précédé les élections était tendu et ponctué de violence en raison des tensions entre les partis. Plusieurs surveillances internationales et certains ont qualifié les élections de 2011 de mal organisées et ont dénoncé de nombreuses irrégularités. Les observateurs internationaux ont même rapporté que dans certaines circonscriptions, des taux de participation incroyablement élevés ont été constatés et que des centaines de milliers de bulletins de vote avaient disparu. Pour sa part, l'archevêque de Kinshasa a déclaré que les résultats de la commission électorale ne confirmaient ni la vérité ni la justice. En effet, la proclamation de Joseph Kabila comme vainqueur des élections présidentielles a soulevé les questions de sa légitimité et a plongé le Congo dans une grave crise constitutionnelle. Mais les résultats ont été confirmés par la Cour suprême et Joseph Kabila a été investi le 20 décembre 2011. Dans les années qui ont suivi, Joseph Kabila a été la cible de protestations alors qu'il y avait des soupçons dès 2011 qu'il ne démissionnerait pas à la fin de son mandat en 2016 et qu'il chercherait des moyens de prolonger son mandat. Ces soupçons se sont confirmés lorsque 3 ans avant le vote prévu, il a fait pression en faveur d'un amendement constitutionnel qui supprimerait la limite de 2 ans de mandat. Mais cette tentative a échoué et a déclenché des défections au sein de la coalition au pouvoir de Kabila. Ces alliés ont ensuite proposé un long recensement national qui repousserait la date, mais qui a également échoué. Kabila s'est donc tourné vers des moyens plus créatifs. Par exemple, le gouvernement a annoncé que les 11 provinces du Congo seraient divisées en 26, ce qui a eu pour effet d'affaiblir les politiciens rivaux et de détourner les ressources des élections. Les soupçons contre Kabila se sont renforcés après que la Cour constitutionnelle a statué en mai 2016 que si les élections étaient retardées, Joseph Kabila resterait en fonction jusqu'à ce qu'un successeur puisse être élu et installé plus tard. Le tribunal a fait une demande de la commission électorale visant à reporter les élections de 2016. L'une des raisons évoquées pour retarder les élections était la logistique liée à la tenue des élections. L'élection présidentielle a finalement été reportée et programmée pour le 23 décembre 2018. Après des périodes de spéculation sur les intentions de Joseph Kabila, il a été confirmé qu'il ne présenterait pas à l'élection et qu'il soutiendrait plutôt la candidature d'Emmanuel Ramazani Shadari. Lorsque les résultats ont été proclamés, Félix Tshisekedi, fils d'Étienne Tshisekedi, décédé en 2017, est élu. Martin Fayulu, un autre candidat de l'opposition, et d'autres ont accusé Félix Tshisekedi et Joseph Kabila d'avoir conclu un accord pour assurer la victoire électorale du premier en échange de la protection des intérêts de Kabila. Martin Fayulu a contesté les résultats devant la Cour constitutionnelle, mais le tribunal a déclaré Tshisekedi vainqueur. Joseph Kabila a démissionné le 24 janvier 2019, mettant fin à son mandat. Cet événement constitue la première transition pacifique du pouvoir au Congo depuis son indépendance en 1960. Ceci marque la fin des 18 années de règne de Joseph Kabila en République démocratique du Congo. Merci et à la prochaine.